Bonsoir à tous. Donc voilà, du coup, j'attends que les choses se mettent en place. Voilà, donc du coup, je vous remercie d'être présent donc, pour mon live. Alors, je vais déjà m'excuser, commencer par m'excuser parce que je sors de 8 heures de cours. Donc, comme on dit vulgairement, j'ai un peu la tête dans le cul. Donc, je vais essayer d'assurer, évidemment, je vais assurer, hein, mais vous me pardonnerez si jamais quelques petits moments, quelques petites erreurs, effectivement, ceci expliquant cela avec la fatigue. Désolé aussi d'ailleurs d'avance parce que j'ai tendance à disserter pas mal lorsqu'on me lance sur certains sujets que j'apprécie. Donc là c'est possible aussi que je passe un peu de temps sur certains sujets. Donc je vais essayer de voir un petit peu correctement l'ensemble des questions. Heureusement je suis aidé par mes charmants éditeurs pardon, qui essaient de me recenser un petit peu les questions et de les synthétiser s'ils voient que je pars un petit peu dans des digressions, ce qui serait pas étonnant. Alors donc du coup, par rapport aux questions que j'ai eues et que j'ai pu recenser, soit que j'ai eu donc sur la page Facebook en question, soit sur le blog ou ailleurs, sur mon blog personnel. Donc du coup, on me pose déjà la question de savoir ce que veut dire Pax Deorum. Donc alors, le livre, au passage, je le présente, hein, donc Pax Deorum, il s'agit ici du premier tome, donc du coup, le deuxième tome devrait sortir donc, on va dire, début décembre. Alors Pax Deorum, qu'est-ce que c'est Pax Deorum, littéralement, ça signifie la paix des dieux. Il faut comprendre ce que veut dire la paix des dieux. C'est la base, en fait, le fondement même de la religion romaine. Alors, ce qu'on entend par là, c'est que, en fait, cette religion est une religion qu'on peut appeler contractuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a un contrat qui est passé entre, d'un côté, les dieux et les hommes. Et comme tout type de contrat, les deux parties doivent respecter leur part du contrat. Ça veut dire que les hommes doivent honorer les dieux, mais de l'autre côté, les dieux doivent également protéger les hommes. Parce que finalement, chez les Romains, comme beaucoup chez les anciens, ce que j'appelle anciens, c'est les Grecs et les Romains, on a une logique en fait du divin qui est celle de la protection. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est important chez eux, c'est que les dieux, les divins, doivent protéger les hommes. Et ce qui pourrait paraître complètement fou dans les religions monothéistes, hein, donc l'islam, judaïsme ou christianisme, c'est qu'en fait on pourrait cesser d'honorer les dieux à partir du moment où on estime que la protection qui nous est due n'est pas effective. Donc effectivement, c'est ce qui arrivait des fois chez les Romains et les Grecs, alors je vais dire les Romains parce que je vais me baser sur les Romains, c'est que des fois effectivement on cessait d'honorer ponctuellement les dieux parce qu'on estimait que les dieux n'avaient pas rempli leur part du contrat. Voilà. Et donc du coup ça, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'en fait c'est un peu la base aussi de la saga, sans spoiler quoi que ce soit, c'est qu'en fait on va s'apercevoir très rapidement qu'il y a dans cette Pax Deum, dans cette paix des dieux, un problème qui donc justifie le récit et le fil directeur en fait de cette saga. Ensuite, j'avais une deuxième question donc liée à celle-là en fait, qui était la part en fait qui existait entre le roman, donc je cite hein, le roman et l'histoire dans la saga. Donc c'est ce qu'on m'a posé. Donc je suppose que la personne voulait dire la part de fiction et de réalité historique. Alors ça aussi, réalité historique, c'est un grand mot. Donc pour répondre à cette question, si je comprends bien que c'est fiction et réalité, la part, bah, justement, c'est une part. Alors, je vais être honnête, hein, la saga Pax des Room est un ensemble de romans historiques. Donc, il faut aimer le roman historique de ce côté-là. Il faut être assez logique. J'entends par là, alors, dans les retours que j'ai eus, hein, dans l'ensemble des chroniques et des commentaires, qui, j'en suis heureux, en fait, sont tous assez presque élogieux, j'allais dire. Ce qui revient souvent dedans, c'est j'ai aimé aussi bien de la part d'une personne qui est plutôt fan j'allais dire, de romans type fantasy, fantastique, que de personnes qui préfèrent uniquement l'historique. Donc du coup, j'ai un peu les deux, donc, ce qui montre que la part entre les deux est peut-être bien jaugée, j'en sais rien. Sinon, pour répondre à cette question, alors, d'un point de vue de tout ce qui est socio-culturel, Pax Deorum est une saga qui est extrêmement réaliste. Ça veut dire que, clairement, je présente le monde romain, donc d'un point de vue social et culturel, de façon tout à fait rigoureuse, et je dirais aussi également, parce que c'est ma spécialité, les mentalités, ce qui est assez difficile en fait en histoire, dans le champ historique, la discipline des sciences historiques. L'histoire des mentalités fait partie des choses les plus compliquées à cerner. Et donc, ce sont des choses qui, à mon avis, des éléments par rapport aux mentalités qui
sont très présentes en fait hein, dans la saga et qui passent peut-être assez inaperçues en fait, parce que bah, évidemment c'est parfois un peu subtil et pas toujours évident. C'est plus évident bien sûr de présenter des événements historiques, politiques. Là tout le monde peut appréhender la chose sans avoir à trop approfondir. Par contre, effectivement, de ce côté-là, bon, je pense à, bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais pareil, toujours sans vouloir spoiler, je pense par exemple à un passage où à un moment donné, il parle, je crois que c'est à la fin du tome 2, je ne spoil pas, je peux le dire, c'est pas un problème, il parle de la conception du destin. Et à un moment donné, en plein milieu de la curie, en fait, donc qui est l'endroit où les sénateurs se réunissent, on a donc du coup l'ambassadeur qui parle de cette conception du destin et qui fait un peu rire tous les sénateurs. Et effectivement, j'explique que le fait qu'ils rigolent, c'est parce que pour eux, en fait, le destin, Apollon, hein, parce que c'est l'oracle de Delphes dont je parle, Apollon, qui est le dieu des prophéties en l'occurrence, pas que ça, mais en tout cas dans mon propos, donne en fait finalement les prophéties telles qu'elles vont se réaliser. Et donc cette prophétie-là, chez les Grecs, dans la mentalité grecque, c'est quelque chose qui doit être suivi à la lettre. Alors que par contre, chez les Romains, on a une différence en fait. Tout est très politique. Et en fait, finalement, bah, du coup, les prophéties, le futur, en fait, peut être interprété, en fait. C'est eux qui interprètent, et donc, du coup, ça les fait un peu rire, parce que, du coup, bah voilà, par rapport à cette logique-là, eux, ils savent très bien que, du coup, ils interpréteront ça, un petit peu comme on interprète politiquement, par exemple, les auspices, ou un certain nombre de prédictions divines, par exemple, au début d'une bataille. Voilà, tout est très politisé. Donc voilà, par rapport à cette logique de Pax Deorum et par rapport à la manière dont on peut voir la fiction et la réalité. Donc du coup, voilà, c'est très réaliste. Par contre, d'un point de vue politique, ce qui est plus facilement appréhensible pour l'ensemble des lecteurs, alors politiquement, les 4 premiers tomes sont très rigoureux. Voilà. À partir du 5e tome, ça commence à devenir un peu moins rigoureux d'un point de vue politique, mais pas encore très facilement compréhensible par, je vais dire, le lecteur lambda, parce que c'est quand même une époque qui est très peu connue. En revanche, le deuxième cycle sera carrément une chronique, beaucoup plus. Donc là, voilà, il y a une différence là-dessus, ce sera peut-être aussi un peu plus épique, peut-être un peu plus fantastique éventuellement, donc on va voir. Mais en tout cas, voilà, la différence, la part de fiction, alors la part de réalité, pardon. Pour la part de fiction en elle-même, alors là, du coup, il y a effectivement un aspect fantastique dans Pax Deorum, c'est évident. Je préfère parler de surnaturel que vraiment de fictionnel. Euh, Parce que finalement, ma logique ici, moi, et c'est comme ça que j'ai conçu la saga, c'est que j'ai voulu, en fait, expliquer un petit peu, revoir, revisiter l'histoire romaine selon la conception que les Romains en ont eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, je m'attache donc à la science historique d'un point de vue social et culturel, mais en même temps, j'essaye de la voir avec les yeux des Romains. Les Romains contemporains de l'époque, pour eux, pour beaucoup en fait, il y avait un certain nombre de choses qui pour eux étaient tout à fait naturelles, normaux, des choses normales. Je pense par exemple à la logique des dieux, hein, la logique des fantômes qui interviennent dans le monde, hein. Il y a un rapport aux morts qui est particulier chez les Romains, et il y a un rapport aux dieux aussi qui est également tout à fait particulier parce que chez les anciens, les dieux font partie du monde. Voilà, ils font partie du monde, même si, alors c'est vrai à cette époque, c'est vrai éventuellement, j'allais dire, euh, beaucoup plus tôt dans l'époque romaine, hein, dans les siècles précédents. Moi j'écris, mon récit se situe au début du IVe siècle. Dans les siècles précédents, on a même ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire qu'en fait, la conception ici, c'est que le divin est dans tout et tout est dans le divin. Voilà, le divin est autour de nous, il est présent partout. Et cette logique, qui est une des plus anciennes logiques en fait dans la religiosité des hommes, hein, cette logique est encore assez prégnante hein, au 6e, 5e siècle. Il y en a encore des reliquats au 4e siècle. J'essaye un petit peu de le présenter. Et donc du coup, bah, pour eux, en fait, les dieux sont présents dans le monde. Voilà, il n'y a pas un dieu, on n'est pas sur quelque chose qui est au-dessus carrément, hein, le supranaturel. Les dieux vivent dans le monde avec les hommes. Les temples, par exemple, sont les endroits où les dieux sont, ils existent dans les temples. Et lorsque, par exemple, un Romain passe à côté d'un temple, il va saluer le lieu carrément, parce qu'il sait que c'est sa maison, c'est là où il est, mais réellement. C'est pour ça que, par exemple, dans les temples, la partie qu'on appelle la scéna, hein, c'est-à-dire la partie en fait fermée du temple, devant ce qu'on appelle le proanos, c'est-à-dire l'endroit où on monte, hein, au-dessus du podium, par les escaliers. On fait donc les sacrifices sur le proanos, donc devant, hein, sur l'autel, que les chrétiens d'ailleurs reprendront plus tard. Et quand on rentre dans la Sénat, en fait ceux qui peuvent rentrer, ce sont uniquement les prêtres, parce que sinon on n'a pas le droit de rentrer dans la Sénat, sachant que c'est la maison du temple, la maison du Dieu, pardon. C'est pour ça que dedans, on va par exemple mettre les trésors dedans.
Et donc, du coup, on protège les trésors parce qu'ils sont sous le regard de Dieu. Donc, c'est vraiment la maison des dieux. Et donc ça, cette logique-là, évidemment, pourrait paraître pour nous d'ordre fantastique quand on y réfléchit, parce que tout ce qui est Dieu, tout ce qui est mort, tout ce qui est finalement ces conceptions-là sont pour nous fantastiques. Mais pour les Romains, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est profondément ancré et qui pour eux est une réalité. Et donc moi, dans ma saga, j'essaye de représenter cette réalité pour essayer justement de l'intégrer de manière naturelle dans le récit. Et donc évidemment, il y a des interactions entre tout ce que je viens de dire, donc les hommes et un certain nombre de réalités qui sont dites fantastiques et qui pourraient paraître effectivement donc pour nous complètement non historiques, parce qu'évidemment la science historique ne tient pas compte. Donc ça, c'est la part effectivement qui est là dans la fiction et la réalité. Après, pour l'aspect romanesque, comme la personne posait la question sur le roman, alors pour l'aspect romanesque, effectivement, c'est effectivement un problème que j'ai voulu mettre en avant. Donc moi, je l'ai fait un roman, je ne l'ai pas fait en livre scientifique, j'allais dire. Et c'est vrai que j'ai des fois, notamment une fois vu sur une chronique, une personne qui légitimement, et tout à fait légitimement d'ailleurs, se disait, bah oui, mais bon, effectivement, j'ai un peu l'appréhension à accepter de chroniquer votre ouvrage, ou de la loi, parce que je suis parti du principe que, bah oui, ok, d'accord, historien, spécialiste d'histoire romaine, mais enfin en même temps, peut-être que c'est pas forcément un historien, c'est pas forcément bien écrire d'un point de vue romanesque. Et effectivement, c'est tout à fait légitime cette question. Donc, et du coup, la chroniqueuse en question, à la fin de la chronique, a dit qu'elle était justement agréablement surprise parce que la plume était excellente. Je dis pas ça pour me monter, je dis ce qu'elle a dit. Donc, du coup, par rapport à cette question romanesque, je pense que la dimension romanesque du coup de Pax Virum, je crois, j'espère avoir réussi à présenter ça de manière romanesque pour pas que ce soit évidemment trop chargé. Donc, il y a des informations. Voilà. Le côté réaliste est très présent. J'essaye de mettre de temps en temps un certain nombre de notes de bas de page qui ne sont pas essentielles mais qui permettent au lecteur de comprendre quelques réalités. J'essaye aussi de placer des mots latins, des mots techniques, qui sont donc mis dans le lexique, donc on peut voir les mots, il n'y a pas de problème, qui sont jamais trop nombreux, parce que le but c'est pas non plus de noyer le lecteur, loin s'en faut, mais par contre, je pense qu'ils sont essentiels parce qu'ils confèrent en fait une certaine dimension charnelle au récit, je pense. Et donc du coup, ce serait dommage de ne pas utiliser ces mots latins. Après, il y a énormément de choses qui sont passées certainement, je pense, complètement invisibles pour la plupart des lecteurs, mais je fais extrêmement attention à tous les anachronismes, qui sont des choses très difficiles à mettre en place, évidemment, pour une personne qui n'est pas spécialiste de la question, au point où, par exemple, j'utilise jamais le mot seconde ou le mot heure, j'utilise pas parce que le principe de l'heure est arrivé plus tardivement chez les Romains, et donc du coup il n'y a pas de raison qu'au IVe siècle je parle d'heure, en tout cas début du IVe siècle. Donc ça c'est pour donner un exemple, mais il y en a plein, enfin, des exemples comme ça. Donc c'est un récit du coup assez charnel qui tient vraiment compte de toute cette logique ici qui pourrait paraître anachronique. Parce que le problème, effectivement, de la saga Pax Verum, pour un certain nombre de lecteurs, c'est que beaucoup de lecteurs ont une vision en fait, du monde romain qui est une vision assez particulière, souvent déformée de la réalité complètement, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont évidemment nourris au péplum et compagnie, ce qui est logique, hein, forcément. Et donc, du coup, ça présente un monde romain qui n'est pas du tout celui de l'époque dont je traite. Alors, on est ici pour les péplums, généralement, hein, dans les derniers siècles de la République, le Haut Empire, début du Haut Empire. Donc, c'est pas du tout, effectivement, moi, la période que je traite. Et donc, du coup, il y en a certains qui ont peut-être été surpris en disant Pax Verum, qui est quand même très axé sur l'ambiance, sur les décors et tout, de voir finalement un monde romain qui n'est pas du tout celui auquel il s'attendait, à savoir donc le marbre partout, avec j'allais dire, les grandes maisons, les grandes domus et tout aristocratiques, les grandes maisons, ou le palais impérial et tout, la domus de Nero, des choses comme ça. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Effectivement, c'est un monde romain particulier. Et d'ailleurs, du coup, transition, parce que je pensais à une autre question qu'on m'avait posée aussi là-dessus, c'était savoir si en fait Pax Deorum avait ou non une dimension, enfin un but pédagogique.
d'après ce que j'avais lu. Alors justement, c'est une bonne transition par rapport à ça. Non, Pax Deorum n'a pas un but pédagogique. Je vais être clair là-dessus. À titre personnel, je pense que c'est particulièrement prétentieux de vouloir justement faire de la pédagogie avec un roman. Et à un moment donné, non, c'est pas. Voilà, la pédagogie, c'est pas juste informer, hein, j'entends bien. Hein. Pédagogie, je prends pas le terme, alors ça aussi, je prends pas le terme de pédagogie au sens romain du terme, parce que alors, sinon on va disserter pendant longtemps sur ce que concevaient les Romains pour le principe de la pédagogie qui n'était pas le même que le nôtre, mais même au niveau de ce que nous aujourd'hui considérons comme de la pédagogie, voilà, c'est pas parce que vous faites un roman historique et que dedans vous placez un certain nombre de notions, de termes, etc. et tout, vous présentez les choses que vous pouvez prétendre faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est quand même quelque chose qu'on voit dans des livres spécialisés, des manuels, des choses comme ça. Il y a quand même une méthodologie derrière qui est quand même particulière. Donc non, effectivement, ce n'est pas le but de ma saga. Voilà. Le but de ma saga, il y en a plusieurs. Hein. C'est un but, une histoire déjà, je pense, avec un fil directeur, composé d'un enchevêtrement d'histoires, effectivement. J'aurai l'occasion d'y venir éventuellement. Et donc ce récit, en fait, présente un monde, l'ambiance, effectivement, est très importante dans Pax Deorum. Hein. C'est ce qui revient dans énormément de commentaires et de chroniques que j'ai eues. C'est que, et du coup c'est bien, ça me fait plaisir, parce que c'est un peu aussi ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on a l'impression en fait de rentrer dans Rome, on a l'impression d'être immergé complètement dans le monde romain, et à ce titre aussi bien dans le monde aristocratique, que dans le monde de la plèbe laborieuse, des bas quartiers, des paysans dans les campagnes périurbaines. Donc on a effectivement un certain nombre d'éléments qui montrent l'immersion du monde romain, c'est vrai. Mais voilà, pas de but pédagogique, une volonté d'apprendre quoi que ce soit. Il y a des gens aussi pareil que j'ai vu souvent des propos, on a appris beaucoup de choses et tout. Voilà. Tant mieux, c'est vrai, tant mieux, mais j'ai pas un but pédagogique particulièrement. En revanche, euh, je veux, à travers cette saga, j'aimerais en tout cas essayer de casser un certain nombre de légendes. Ça, j'allais dire, c'est un défaut professionnel en tant que prof. C'est que, évidemment, il y a beaucoup, quand on parle des Romains, c'est comme toute civilisation, comme tout sujet qui a tendance, j'allais dire, à exciter un petit peu l'imagination, qui a un crédit un petit peu important par rapport justement à la représentation scénique et visuelle de la culture qu'on a en fait, hein, de la culture européenne. Du coup, voilà, il y a beaucoup de poncifs, beaucoup de choses qu'on pense savoir et qui sont complètement fausses. Et c'est vrai que dans Pax Deorum, et effectivement, je m'attache à essayer, quand je peux, de déformer un certain nombre d'éléments. Voilà, pour en citer un parmi tant d'autres, même si je ne l'ai pas encore forcément traité dans les premiers tomes, la question par exemple de l'orgie romaine, la classique, où effectivement tout de suite on se met à penser, voilà, il y a une orgie, du coup, voilà, c'est les Romains passaient leur temps à la luxure, de la chair, des sens, du sexe, etc., ce qui est complètement faux, voilà, complètement faux. C'est faux pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je précise ou je rappelle que le principe de l'orgie, c'est quand même quelque chose qui est rituellement précisé. L'orgie, ce sont des cultes orgiaques, donc ce sont des cultes d'ailleurs qui ne sont pas du tout romains, mais qui sont orientaux, et qui ont été intégrés dans le monde romain dans les derniers siècles de la République, comme d'ailleurs après, à l'époque dont je parle ici pour la saga Pax Deorum. Et ces orgies, donc du coup, on confond avec ce qu'on appelait chez les Romains la comitiatio, c'est-à-dire en fait une partie des banquets, parce que les banquets c'est beaucoup plus global, qui se déroulaient généralement en fin de soirée et qui effectivement avaient des débordements particuliers. Alors oui, effectivement, oui, des débordements particuliers qui ont eu lieu à la luxure, enfin qui ont donné lieu à des actes de luxure, c'est vrai. Mais plusieurs choses. D'abord, ces actes de luxure étaient déjà très rares. C'était des choses très rares. On rencontrait ça dans quelques banquets aristocratiques de quelques familles très riches. Et c'était d'ailleurs d'autant plus rare que d'ailleurs c'est resté connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est basé sur un certain nombre de textes de personnages antiques, voilà, de personnages contemporains, hein, pour les citer par exemple Suétone, Tite-Live, Tacite et compagnie. Et le problème, c'est que du coup, on les a pas très bien compris ces textes. Non pas parce que ce qu'ils disaient était faux, mais ce qu'on n'a pas compris. Et c'est là où on voit justement la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être historien, c'est simplement savoir lire des livres d'histoire. Et après, du coup, voilà, tout le monde peut faire un roman historique. Je reviendrai sur cette question-là. C'est que du coup, en fait, tout ça, c'est pas totalement vrai, parce que ces auteurs, à commencer par Suétone et Juvénal, ont certes dit ça, mais deux choses. D'abord, ce sont des auteurs qui l'ont dit
Et que, bon, par exemple, pour Suétone, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était un peu le Voici d'aujourd'hui, hein. Donc c'est comme si aujourd'hui on faisait des histoires en se basant sur Voici. Je suis pas certain que ce soit la meilleure source. Je ne veux pas dire par là que Suétone avait faux, hein. Il avait accès à des archives impériales, on est d'accord. Mais voilà, c'est déjà un premier point. Et deuxième point, ce sont des gens qui en même temps, et c'est tout à fait classique chez les historiens et les écrivains romains, qui maniaient les faits en mettant en fait leurs propres opinions dedans. Tacite est de ce côté-là tout à fait balèze. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il déformait la réalité, mais il le faisait volontairement. Voilà. Donc du coup, ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui est très important, c'est que ce soit Suétone, Tacite, Juvénal, etc., ce sont des gens qui parlaient de ça, justement parce que ça les dégoûtait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, on est en train, c'est un peu, moi je mets le même principe quand j'ai l'occasion d'aborder ce sujet-là avec des gens, des élèves, des choses comme ça. Je leur dis souvent, imaginez qu'un jour, en fait, notre civilisation disparaît et qu'on retrouve de notre civilisation uniquement quelques CD en fait présentant des scènes sadomasochistes sexuelles dans 2 ou 3 000 ans. On va se dire tiens c'est bizarre, les gens du début du XXIe siècle en fait en gros bah, c'était tous des sadomasochistes qui adoraient le cuir et les flux clous, etc. Et tout. Bah non, c'est juste parce que tu es tombé simplement sur un élément, bah, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on est en train de faire une caricature avec quelques éléments de quelques textes de personnes qui, justement parce que c'était rare, trouvaient ça inadmissible et justement le condamner en parlant. Et donc du coup, on prend ces éléments-là comme quelque chose qui était tout à fait courant à l'époque. Voilà, c'est faux. C'est effectivement une déformation de source. Mais lorsqu'on lit des bouquins, on ne comprend pas ça. Donc voilà, bon, du coup, je pars un petit peu en vrille, mais il y a effectivement cette logique que je voulais aussi mettre, à savoir déconstruire un certain nombre de légendes. C'est aussi, par exemple, ça aussi j'en parle aussi un petit peu, la légende concernant le rôle de la femme à Rome. C'est pareil, pourquoi je dis légende? Parce que il y a un peu de tout, soit on pense qu'elle était super émancipée, etc., et tout, ce qui est complètement faux. Elle n'a jamais été complètement émancipée, même à l'époque de la fin de la République, au début du Haut Empire, donc la période où elle pourrait être le plus émancipée. Il n'empêche quand même que même à cette époque-là, elle restait notamment, ça dépend des types de mariage, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais elle restait quand même sous la domination soit du pater familias, de son mari, ça dépend de son père à elle-même, parce que c'est pas le pater familias, le chef de famille n'est pas forcément toujours le père. Bref, donc voilà. Mais inversement, il y en a aussi qui prétendent que du coup, bah, la femme, c'était un peu comme un esclave, hein. J'avais lu ça chez des personnes qui écrivaient des romans historiques et qui n'étaient absolument pas historiens, et ce qui est complètement faux, aussi à 100%, c'est pas comme un esclave non plus. En plus, il faut déjà savoir si on parle de la femme ou de l'épouse, ce qui n'est pas la même chose. Euh, Encore une fois, à partir du moment où la femme, ça c'est pas là pour toute l'histoire, c'est pas simplement l'époque antique, à partir du moment où la femme rentre dans la logique du couple et du mariage, euh, elle perd effectivement, en quelque sorte, une certaine autonomie, pour peu qu'elle n'ait pas eu avant avec son père, mais ça c'est autre chose, mais elle gagne en protection. Parce qu'il faut bien rappeler qu'à c'était une époque où, sans ça, elle n'aurait aucune protection. Donc du coup, c'est pareil, on arrive encore à cette logique contractuelle. Le mariage, c'est un contrat, hein, même si c'est pas un contrat obligatoire à l'époque en elle. Et donc voilà, donc du coup, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle de l'épouse? Est-ce qu'on parle d'une femme? Est-ce qu'on parle donc d'une femme non mariée, pardon, donc de la matrone, si on parle de l'épouse? Est-ce qu'on parle de la fin de la République et du début de l'Empire? Est-ce qu'on parle du début? Ou est-ce qu'on parle de mon époque à moi, 4e siècle? Et enfin, de quel type de femme on parle? Est-ce qu'on parle de la plébéienne? Est-ce qu'on parle de l'aristocrate? Voilà. Donc on ne peut pas balancer comme ça des choses, ça dépend de qui on parle. Et donc du coup, moi, dans ma saga, j'essaye de présenter tout ça. J'essaye de montrer la diversité des couches sociales. Ça, c'est aussi un point que j'ai essayé de mettre en avant, c'est-à-dire que du coup, ben, je ne présente pas qu'un type de société, qu'un type de couche sociale. On passe des bandits aux aristocrates, aux sénateurs, qui sont les aristocrates évidemment, à la plèbe, et dans la plèbe, effectivement, à toute couche particulière, tout âge particulier, hein, on a des personnes de plusieurs âges. Donc voilà, j'ai un panel de personnages qui est effectivement assez important, et qui donc du coup essaie de présenter un petit peu toute cette richesse en fait de ce monde qui finalement n'est pas si connu que ça. Et on se rend compte d'un certain nombre de choses qu'on ne pensait pas en fait, par rapport justement à mon exploration des personnages. Alors ça aussi, ça me fait penser à un autre problème par rapport à ça, c'est que du coup, on a une vision aussi par rapport à ces personnages, parce qu'on m'a souvent dit effectivement, le problème c'est qu'on a des noms qui se répètent souvent, des noms qui sont à rallonge,
Alors oui, effectivement, oui, c'est vrai. Alors, deux mots par rapport à ça, pour tout ce qui est long à rallonge, etc. Il faut savoir que ça reste un roman, comme j'ai dit, historique, euh, réaliste, en tout cas dans les quatre premiers tomes d'un point de vue politique. Et il faut savoir aussi que tous les personnages de la saga Pax des Roum sont des personnages, en tout cas dans le niveau de l'aristocratie, qui pour 80% d'entre eux ont existé réellement. Donc ça veut dire que je ne vais pas commencer à les appeler Jules et John, si effectivement leur nom, c'est bien le nom qu'ils ont. Publius Cornelius Cossus, voilà, c'est son nom, c'est comme ça, il s'appelle comme ça. Donc du coup, il a fallu que je fasse un choix. Alors, soit effectivement, je faisais le choix de laisser qu'un élément de la trianomina, enfin des trianomina, c'est-à-dire les trois noms, hein, le prénom, le surnom, enfin le prénom, le nom, le surnom, euh, et donc, du coup, le problème, c'est que la confusion bah, elle était énorme, parce que du coup, des Publius, il y en a plein, hein, des Publius, des Servius, etc. Donc, on s'en sort plus. Soit, du coup, je mettais la totalité, parce que des fois, il y a plus que trois noms, en fait, et ça devenait ingérable d'un point de vue de la lecture. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'en tenir qu'à trois noms maximum, donc le prénom, le nom et le surnom. Et à chaque début de chapitre, je donne les trois noms complets. Des fois quatre, parce que je suis obligé, pour bon, ceux qui lisent, ils auront compris. Donc des fois quatre, mais sinon je mets que une fois. Et après, à chaque fois que je parle d'eux, j'essaye de n'utiliser que deux noms, voire un, si je peux. Voilà, pour essayer justement de simplifier la lecture. Donc du coup, oui, effectivement, il y a beaucoup de personnages. Euh, Ça peut être parfois un petit peu donc difficile au début de s'y retrouver, mais tous les commentaires que j'ai eus par rapport à ça, de gens qui en tout cas se sont investis, se sont vraiment lus en rentrant dedans, en fait ils m'ont tous dit qu'au bout d'un moment finalement on rentrait. En plus avec le lexique à la fin, quelques petits coups d'yeux, et enfin un coup d'œil, pardon. Et donc du coup en fait on arrive à s'en sortir sans grande difficulté finalement, parce que c'est aussi l'un des problèmes de cette saga, je pense, hein, je dis ce que moi je ressens et ce que je, en tant qu'auteur, et ce que j'ai vu aussi, j'allais dire, chez les commentaires, enfin, dans les commentaires et dans les chroniques que j'ai eues, c'est que c'est une saga qu'il faut éviter de couper dans la lecture trop longuement. Ça veut dire que même si vous ne lisez pas tout en 3 jours, hein, il ne faut pas faire des coupures de 2-3 jours entre chaque lecture. C'est peut-être préférable de lire moins de pages mais tous les jours que de lire un peu plus de pages et faire une rupture de 5-6 jours. Et généralement, j'ai remarqué que ceux qui faisaient cette rupture justement trop longue avaient tendance effectivement à se noyer beaucoup plus que ceux qui le lisaient en continu, même si ce n'était pas forcément une grande quantité tous les jours. Donc là, c'est un petit conseil d'auteur, j'allais dire, et d'expérience par rapport à ce que j'ai lu concernant cette logique-là. Voilà, donc du coup, je continue les petites questions, du coup, à moins qu'il y ait des questions en particulier, mais j'en vois pas. Donc j'ai eu d'autres questions, une autre question notamment concernant la logique de mêler fantastique et histoire, donc j'ai déjà un petit peu répondu à ça. Euh, je vais peut-être pas redévelopper parce que j'ai expliqué finalement l'aspect surnaturel et l'aspect qui pour moi finalement était fantastique pour le lecteur mais ne l'était pas nécessairement dans le récit. En fait, ça reste tout à fait historique quand on accepte de se mettre à la place d'un Romain et ne pas se mettre à la place d'une personne aujourd'hui, d'un contemporain de personne d'aujourd'hui. Et effectivement, j'ai lié à ça, c'est vrai, tant qu'à parler des styles qui sont présents. Alors on parle de trieur, c'est vrai qu'effectivement, si je vais être honnête, j'ai absolument pas pensé à ça. Hein, c'est donc mon éditeur qui l'a vendu comme un trieur, je dirais. Et il a raison, hein, c'est pas ça, c'est que du coup, moi je l'avais pas du tout conçu comme un trieur à la base. Mais bon, voilà, effectivement, il y a l'aspect trieur. Il y a aussi un aspect dans ce récit qui est un aspect horreur. Effectivement, cet aspect est présent et sera certainement peut-être de plus en plus présent. Enfin, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, il y a un aspect réellement présent dans l'horreur. Pour quelle raison? Parce que j'aime ça, tout simplement. Parce qu'à la base, mon style de prédilection en tant qu'écrivain, c'est l'horreur fantastique. Et c'est un style que d'ailleurs je vais continuer d'écrire parce que je fais pas du Pax des Rooms, je fais aussi d'autres livres en préparation. Et donc du coup, effectivement, voilà, j'aime bien mêler l'histoire et l'horreur. Je trouve que c'est des choses qui sont assez compatibles. Et finalement, je trouve que l'utilisation de l'horreur permet aussi de jouer sur les contrastes. Et dans mes livres, pas de Rome en l'occurrence, j'aime énormément jouer sur les contrastes. Voilà, ça c'est des choses qui est pour moi, voilà, quelque chose pour moi important, et qui du coup effectivement est peut-être aussi un style particulier pour moi, mais voilà, ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu, j'allais dire, les belles choses, le côté, j'ai pas d'Asimov parce que
c'est me montrer un petit peu condescendant, et c'est pas ce que je veux dire, mais le côté un petit peu bonne pensée, bon sentiment, happy end, etc. et tout, c'est clair qu'il faut pas dire ça que cet exercice. Voilà, bah, clairement, Palace des Room, c'est quelque chose qui est assez brut, c'est quelque chose qui est assez cru, qui montre les choses et qui les montre avec une conception qui est effectivement une conception du drame. Voilà, je ne veux pas dire par là que c'est totalement noir et que ça se passe pas tout le temps, c'est pas ça. J'ai pas non plus des personnages qui sont tous odieux, c'est pas du tout vrai. Mais il y a du contraste et dans ce contraste, effectivement, apparaît tout un panel de psychologie en fait différent. Donc pareil, en même temps, je pense aussi à ce que j'ai lu dans les chroniques pour essayer un petit peu de parler de ça. J'ai eu plusieurs fois effectivement le commentaire comme quoi les personnages avaient ta psychologie, chacun. Et donc du coup, bah, c'est vrai, effectivement, j'essaye de m'attacher à ce qu'il y a une psychologie particulière. Et donc du coup, bah, je n'aime pas tellement le manichéisme, je n'aime pas le côté un peu mièvre, et donc du coup, oui, il y a de tout. Il y a de tout, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a le normal, parce que du coup, personne n'est totalement bon ou totalement méchant. D'ailleurs, justement, il y en a aussi qui changent en cours de route. Je ne dis rien, évidemment, mais il y en a où vous allez voir, dans les tomes, pour ceux qui suivent l'aventure, on pensait ça, et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Voilà. Là, c'est la surprise. J'aime bien surprendre le lecteur. Euh, voilà, et donc du coup, évidemment, il faut aussi me laisser le temps de le faire, parce que c'est une saga qui est assez longue. Alors ça aussi, c'était une revue qui était, c'est toujours une transition par rapport aux questions que j'ai eues, qui était sur l'évolution des tomes par rapport à ma saga, c'est-à-dire que il y en a certains qui se sont dit, oui, c'était parti en fait finalement d'un certain nombre important de tomes, et pour finalement réduire. Alors du coup, je vais m'expliquer effectivement, à la base quand j'ai été accepté par mon éditeur, j'avais une logique de tomes, enfin pour moi je voulais retracer une bonne partie de l'histoire romaine, j'étais parti sur un truc immense, hein, j'étais clairement parti sur beaucoup plus de 20 tomes, plus de 20 tomes, et donc du coup finalement j'ai revu à la baisse, donc j'ai revu en diminuant 16, 12, machin, j'ai revu beaucoup de fois, j'ai même été jusqu'à 8, et finalement je me suis arrêté sur deux cycles de 5 tomes. Voilà, deux cycles ça devrait être ça, je vais avoir mais normalement, deux cycles qui devraient se lire indépendamment l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une vraie continuité entre les deux, mais qu'on pourrait très bien commencer donc à partir du sixième tome dans le deuxième cycle, sans avoir lu avant le premier tome. Euh, voilà, pour ceux qui préfèrent par exemple quelque chose d'un peu plus épique, fantastique, ce qui devrait être le cas du cycle 2, pourrait commencer au deuxième tome et considérer après la lecture du premier comme une sorte de préquel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça, effectivement, c'est un point. Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé et que j'ai diminué? Euh, pour deux raisons principales. D'abord, première chose, parce que j'aime cet univers. Et c'est vrai que j'aurai l'occasion, je pense, quand la saga sera finie, de continuer un petit peu dans la veine d'autre chose, mais un peu dans la même veine. Mais je voulais pas passer ma vie complète dessus. Et sur Pax Room, mais là, c'est ce qui se serait passé si j'étais resté là-dessus. Ça aurait été tellement complexe et tellement long. Et je pense aussi une deuxième chose, c'est que pas qu'on on écrivain, mais lorsqu'on publie, je pense qu'il faut aussi se mettre à la place du lecteur. Et donc du coup, je me suis dit clairement, voilà, 20, 22, machin, bah, personne va tenir ça. Voilà, ça va être trop long, et donc les lecteurs vont certainement se lasser bien avant. Je me mets à la place effectivement des gens qui veulent entrer là-dedans. Donc voilà, pourquoi j'ai décidé, pour répondre à cette, de diminuer le nombre de tomes, en essayant un petit peu de les distinguer. Alors, distinguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, les premiers tomes, donc le premier cycle sera plus historique. Il y a une évolution dans le premier cycle, c'est-à-dire que le premier et le deuxième tome donc n'est pas encore sorti, mais il y a certains chroniqueurs qui l'ont déjà eu pour le chroniquer, d'ailleurs une chronique est déjà sortie, qui est très bonne d'ailleurs, je suis content. Et en fait, par rapport à cette logique-là, il faut savoir qu'à la base, comme je n'avais jamais publié, et voilà, bah, je vais faire mon coming out littéraire, je ne lis jamais de romans. Voilà, je lis maintenant comme ça c'est fait, bah, c'est public, tout le monde le sait. Voilà, je vais pas dire que le nombre de romans que j'ai lus dans ma vie, ça tient sur les doigts d'une main, mais à part en dehors du milieu scolaire, ça tient sur l'ensemble des mains, des doigts de pied et des mains, quoi. Je lis très très peu de romans, et j'en lis plus du tout depuis longtemps, et j'en lis très peu dans ma vie. Voilà, je lis beaucoup, mais d'ouvrages scientifiques, d'articles, de livres, hein, j'en ai d'ailleurs un certain nombre, mais pas de romans, voilà. De fiction, c'est pas, voilà, j'écris, mais je n'en lis pas. Et donc du coup, bah voilà, du coup, effectivement, moi quand j'ai sorti le premier tome de Pax des Room, bah du coup, naïvement, c'était un tome qui faisait quasiment 1000 pages.
Voilà, moi je me suis dit, bah voilà, parce que effectivement, bon, dans les livres de sciences historiques et tout, dans toute ma bibliothèque, j'en ai plein qui font 1000, 1200 pages, je me suis dit, bah voilà, ça passe. Et en fait, du coup, bah non, on m'a dit, ça passe pas, quoi. Et oui, effectivement, heureusement, ça passe pas. Donc, j'ai dû couper ce premier tome en deux. J'en viens à ça parce que justement, c'est pour vous expliquer pourquoi le deuxième tome est très semblable dans la structuration au premier. Parce qu'effectivement, à la base, c'était qu'un seul tome, en fait, qui était coupé en deux. Donc, ceux qui ont aimé le 1 aimeront le 2, et inversement, même si j'ai pas eu de retour négatif. Voilà. Par contre, à partir du 3 et du 4, donc, parce qu'il faut que j'installe aussi le premier tome, donc les deux premiers tomes, dans la phase publication. Ces deux tomes qui sont importants parce que il faut que j'installe tout ce monde, cette complexité du monde. Encore une fois, je répète, d'un monde romain qui n'est pas nécessairement celui que connaissent les gens habituellement. Et donc, il a fallu que j'installe tout ça. Donc, ça prend un peu de temps à installer. Et à partir du troisième et du quatrième tome, les rebondissements se multiplient réellement, surtout à partir du quatrième et après le cinquième, voilà, je suis en train d'écrire le cinquième. Et donc du coup, là, ça devient, il y a une évolution qui est très nette, il faut laisser le temps, effectivement. Après, cette mise en place un peu longue se justifie aussi à mon choix du récit, qui est un récit qui se construit, vous l'avez dit tout à l'heure, sur un enchevêtrement en fait d'histoires, de petites histoires qui se relient les unes aux autres. Alors je suis assez content dans la première, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la chronique, la première chronique en fait du tome 2, c'est que la chroniqueuse a effectivement tout à fait relevé ça m'a fait plaisir, que finalement on se rend compte assez rapidement dans le tome 2, et donc dans le tome 1 avant, bien sûr, parce qu'il faut lire le 1 avant le 2, que finalement toutes ces histoires se recoupent les unes aux autres. Ça veut dire qu'elles se recoupent les unes dans les autres, et en fait suivre s'enchevêtre dans un fil directeur commun. Donc c'est pas voilà ce que n'ont pas vu peut-être certaines personnes dès le départ en se disant dans le premier tome notamment dans les premières centaines de pages on se dit oh là on a une histoire on passe à une autre on a l'impression que non mais en fait tout ça ça se recoupe ça se recoupe il y a plusieurs histoires et si je passe de l'une à l'autre c'est parce qu'il y a un sens réel je mets en place les personnages et après tout ça ça se recoupe afin de rejoindre en fait une trame générale qui s'explique en fait du coup on a cette logique-là, voilà, qui évolue au fur et à mesure des tomes. Et donc du coup, par rapport à ça, parce que j'avais une autre question aussi qui était là-dessus, sur la manière de savoir comment est-ce que je justifie la complexité du récit et de l'univers, bah justement, donc je pense avoir un petit peu répondu. Cet enchevêtrement d'histoire, finalement, va amener le lecteur à travers donc un certain nombre de récits qui se rejoignent donc et qui présentent un certain nombre de facettes en fait différentes du monde romain. Euh, je ne veux pas dire par là qu'il y a une histoire sur l'aristocratie, une histoire sur les bandits, une histoire, c'est un peu trop simple de dire ça, mais parce qu'il y a plusieurs personnages et que on a même des personnages qui sont des personnages des aristocrates qui se retrouvent mêlés, finalement, il y en a plusieurs, à des histoires sordides au fin fond de la plèbe du Suburre, hein, qui est un quartier assez malfamé. Et donc, du coup, là, effectivement, ça se mélange un petit peu, mais voilà, pour comprendre, au fur et à mesure où on avance, on s'aperçoit que tout ça, en fait, a une logique, voilà, et qui permet, je le répète, hein, c'est un des points pour moi qui est très important dans la saga, qui permet l'immersion, en fait, du lecteur. Ça, c'est clair, ça a été aussi repéré dans quelques chroniques. Apparemment, donc je vous dis ce qui ressort d'un style, donc du coup, pardonnez-moi, d'un style très cinématographique. Ça veut dire que, et finalement, c'est tout à fait vrai quand on y réfléchit, c'est logique parce que on m'a souvent demandé euh, d'où je tire en fait mon inspiration. Alors évidemment, mon inspiration, bah, du coup, je ne la tire pas de la littérature romanesque, comme je vous ai dit, du conseil que j'en lis quasiment pas. Je l'attire beaucoup plus à de la musique, de la peinture, et surtout en fait effectivement du cinéma, des séries et des films. Voilà. Et après de mon imagination, parce que j'ai une imagination qui est débordante, et donc du coup ça facilite un petit peu les choses effectivement, j'écris depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc du coup c'est vrai que ça facilite un petit peu les choses. Et donc voilà, donc du coup je pense que finalement cette chronique de dire, enfin cette critique de dire le style est très cinématographique, ça se justifie pleinement, sachant qu'effectivement quand je crée des scènes, quand je crée des personnages, des ambiances, j'ai toujours besoin de les imaginer, de les penser, et donc du coup d'imaginer comment visuellement ça donnerait. Et donc du coup quand on lit ça, effectivement c'est toujours très visuel, très axé sur l'ambiance par rapport à ça.
Alors j'avais une autre question aussi, qui était donc de savoir en fait, est-ce qu'il faut être historien pour écrire un roman historique? Alors, ouais, bon. Ça revenait aussi à la même chose par rapport à donc une chronique que j'avais eue tout à l'heure que j'expliquais, où la personne disait qu'elle avait un peu l'appréhension parce que justement, c'est pas parce qu'on est historien qu'on sait écrire un roman, et ce qui est tout à fait vrai, effectivement. Et inversement, donc du coup, effectivement, c'est pas parce qu'on est un bon littéraire, qu'on est un bon romancier, on va dire, qu'on est capable effectivement de faire un bon roman historique. Alors, du coup, j'ai un peu embêté pour répondre à cette question, bah, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de parler de quelque chose que je connais pas, et je n'ai jamais lu de roman historique, voilà, clairement, donc voilà, je le dis. Donc du coup, mais bon, je vais dire ce que moi je pense. Nous, je pense clairement qu'à mon avis, on n'est pas du tout obligé d'être historien pour faire un roman historique, même un bon roman historique. Voilà. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle bon roman historique. C'est ça la question. Je pense, après vous allez me dire, c'est vous qui voyez aussi, mais je pense que vous aurez certainement la même réflexion que moi. Un bon roman historique, c'est pas un livre de sciences historiques, un livre universitaire ou des choses comme ça. C'est un roman qui est capable d'immerger un petit peu le lecteur dans son monde. Je pense que c'est un peu ça que le profane cherche. Donc à partir de ce moment-là, je pense que oui, effectivement, on n'a pas besoin d'être historien. La plupart, je pense, hein, pareil toujours, la plupart des romanciers, enfin en tout cas des gens qui font des romans historiques, sont des gens qui ne sont pas du tout historiens et ou qui ont une expérience dans le domaine qui est assez limitée. Et voilà, moi, de ce que je sais, par exemple, pour parler de ce que je connais, hein, je vais parler de ce que je connais, chez mon éditeur donc Libre des Lire, d'après ce que j'ai compris, il y en a quand même plusieurs qui font des romans historiques, et d'après ce que je sais, je suis le seul à être historien. Donc voilà, donc c'est bien la preuve qu'on peut tout à fait en faire sans pour autant être historien. Le tout, c'est, je pense évidemment, d'avoir, j'allais dire peut-être l'humilité nécessaire pour reconnaître effectivement ce qu'on fait comme travail, de demander, moi je sais qu'il y en a des fois, ça m'arrive, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils de consultants historiques pour des choses, bon, ma foi, voilà, moi par exemple, qui aime beaucoup l'astrophysique et la physique, et qui d'ailleurs prépare des ouvrages dans ce domaine-là, voilà, je ne vais pas commencer effectivement à affirmer des choses ou à rentrer dans des conceptions trop pointues que je ne maîtrise pas, ou alors je le ferai en demandant évidemment des conseils à des gens qui sont capables de me répondre correctement. Voilà, minimum. Donc, bon, voilà, moi de ce côté-là, ça me pose aucun problème. Je pense qu'effectivement, encore une fois, on peut le faire. Alors, après, c'est toujours compliqué sur certains points, parce que le souci, je reviens là-dessus sur la conception de l'historien, c'est qu'en fait, euh, beaucoup de gens, je pense, ont une conception de l'histoire un peu particulière. Euh, c'est fou, j'ai remarqué ça souvent. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, on va prendre une comparaison avec un médecin, ça viendrait à l'idée de personne de dire de quelqu'un, ah bah j'ai soigné ma grand-mère, j'ai soigné deux, trois trucs, j'ai lu à un moment donné quelque chose sur les pustules, donc je suis tout libre. Je pense que tout le monde va dire, bah non, t'es pas médecin. Un médecin, c'est pas une personne qui a lu trois livres sur la médecine et qui a soigné sa grand-mère. Par contre, pour l'histoire, ça gêne personne de dire, ah bah voilà, j'ai lu trois livres sur l'histoire, donc du coup, je suis historien. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir notamment une personne romancier historique, qui clairement était dans cette logique-là. Alors moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est que du coup, évidemment, il a dit un certain nombre de choses sur des sujets que je maîtrisais moi, par contre, très bien. Évidemment, c'est mon métier. Et donc, du coup, bah, quand je lui ai fait la remarque, la personne, d'ailleurs, non, parce qu'en fait, elle faisait un topo scientifique sur son site en disant vraiment des choses qui étaient péremptoires et de façon tout à fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors que la personne n'a jamais fait aucun cours d'histoire. Hein. C'est une personne qui était ingénieure, d'après ce que j'ai compris. Donc, du coup, voilà, là, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, c'est un manque d'humilité, un manque tout simplement de logique. Et il y a un moment donné où, voilà. Mais sinon, voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense que le plus dur, peut-être, pour les gens qui ne sont pas historiens et qui font des romans historiques, c'est peut-être en fait de comprendre les mécanismes historiques. C'est-à-dire en fait tout simplement ce qu'on lit pas dans les bouquins. Voilà, parce que traiter de tel ou tel passage, de tel événement, de telle bataille, j'allais dire c'est pas compliqué, vous ouvrez un livre d'histoire et vous traduisez de manière romanesque. Je veux dire, je vais pas dire que tout le monde est capable de le faire, mais à partir du moment où on a un petit peu d'intelligence, de culture et de bon sens, c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de rentrer dans les mécanismes, c'est de comprendre des choses qui ne sont pas écrites dans les livres et qu'on peut savoir que parce qu'on a l'expérience et que parce qu'on a un retour et tout par rapport à cette logique-là. Là, c'est effectivement un petit peu plus compliqué d'arriver à gérer ça. Et ben, bon, après, le lecteur n'est pas forcément obligé, j'allais dire,
d'avoir un problème par rapport à ça. Enfin, ça peut être quelque chose qui passe tout à fait naturellement, j'allais dire. Voilà pour les différentes questions que j'avais par rapport à ça. Alors, dans les autres éléments que je pourrais citer, toujours pareil, moi je continue dans mon monologue, sachant que j'ai pas de questions qui apparaissent à l'écran, si je ne me trompe pas, si j'ai bien géré ma page. Donc du coup, alors par rapport aux autres questions qui peuvent revenir par rapport à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche par rapport à tout ça, il y avait des choses qui revenaient notamment par rapport à la conception de la société romaine. Alors en quoi la société des mentalités était différente, parce que je disais qu'il y avait une différence entre enfin, le début de l'Empire, la fin de la République et l'époque que moi je traite, donc on est au début du IVe siècle. Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de changements hein, qui peuvent déconcerter. Il y a des changements qui sont tout à fait visibles. J'entends par là les changements pardon, relatifs à l'urbanisme, relatifs au décor hein, dans les maisons, dans les maisons aristocratiques par exemple de l'époque dont je parle moi, donc l'époque médio-républicaine, milieu de la République. On est sur des décors qui sont très simples, hein. On est sur des pierres, hein, généralement de tuf, ce qu'on appelle des pierres cyclopéennes, donc, ou des remparts cyclopéens, etc. Donc des murs qui sont très rustiques. Et on a effectivement peu, même dans l'aristocratie, on a encore peu de décors très colorés, très riches, avec ce qu'on aura finalement quelques siècles plus tard. Et lorsqu'on se balade dans les rues de Rome à l'époque, c'est pas le marbre qui prédomine. Le marbre, Auguste l'a dit hein, dans son testament, il avait dit, vantardise hein, évidemment, qu'il avait transformé Rome en fait en lui donnant j'allais dire euh, son- sa superbe, en la transformant en une ville de marbre et tout. Et effectivement, ça montre bien que c'est vrai, effectivement. Non pas parce c'est pas vrai parce qu'Auguste l'a fait. C'est vrai de dire qu'avant, on n'avait pas du tout des monuments, des bâtiments qui étaient en marbre, et tout ce que nous on connaît, ceux qui ont visité notamment ma page, alors je ne parle pas de ma page d'écrivain, mais mon profil peut-être, savent que j'aime bien régulièrement passer des vidéos de reconstitution sur la Rome antique, et c'est toujours la Rome évidemment de la fin de la République, les derniers siècles. Et donc oui, pour ceux qui ont vu ces vidéos-là, donc je dis, hein, la Rome du début 4e de Pax Rome n'est pas du tout la même Rome. Les rues ne sont pas pavées, très peu. Elles sont boueuses, hein, des déjections. Hein. Comme en Rome au Moyen-Âge à Paris, hein, c'est pas finalement quelque chose qui ressort. Il faut bien penser que beaucoup de villes romaines sont des exceptions, hein, et Rome en particulier. Et après, il y a des choses qui sont plus subtiles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne se voient pas dans l'architecture, qui ne se voient pas dans le quotidien de tout ce qu'on voit, mais qui apparaissent peut-être un petit peu plus j'allais dire, dans les mentalités romaines. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça aussi dans les mentalités, on confond beaucoup le romain d'origine, des premiers siècles de la République, et jusqu'à, j'allais dire, sans être trop technique, les 2-3 derniers siècles de la République et du Haut-Empire, et on confond un petit peu les deux, parce qu'après, il y a eu l'influence, en fait. Et on le voit, ça commence à apparaître dans les premiers tomes de Pax Rerum, donc ça commence à apparaître au début du IVe siècle, cette influence de la civilisation, alors donc influence hellénique et hellénistique, c'est-à-dire influence des Grecs classiques, et l'influence, donc l'influence hellénistique, c'est-à-dire l'influence orientale, grecque et orientale, donc après Alexandre le Grand. Et donc du coup, c'est évidemment postérieur euh, à Pax Rerum hein, pour l'influence hellénistique, mais l'influence hellénique, par contre, est déjà présente. Donc c'est effectivement, on voit quelques influences, mais très légères. Ça apparaît un petit peu dans l'aristocratie. Vous verrez dans le deuxième tome, il y a quelques passages, je ne dis rien, où on voit effectivement que ça commence à apparaître. Et on voit notamment les personnages, vous verrez dans le deuxième et troisième tome, pour ceux toujours pareil, qui continuent l'aventure, qui vont un petit peu voyager, qui vont aller notamment à Syracuse, et qui vont se rendre compte que la vie là-bas n'a rien à voir avec la vie à Rome. Et effectivement, elle n'a rien à voir avec la vie à Rome, parce